Attention, cet épisode a été tourné avec un micro qui a été acheté le mois dernier. Après quelques tests, je pensais que je savais le maîtriser. En fait non. Donc le son est pas super bon et je m'en excuse. Un mec qui pensait maîtriser son micro-cravate. Quoi ? Bonjour à tous, ici Aeneas. Alors je pense que vous l'avez remarqué, nouveau décor, nouveau costume, nouveau micro aussi, et chose qui n'est pas anodine, je suis debout. Non, sincèrement, c'est vraiment pas anodin. Dans les autres changements, il faut savoir que je teste un nouveau format pour cette émission. En effet, c'est mon premier épisode en 2 parties, même si j'aime à l'appeler un double épisode. Pourquoi je l'appelle comme ça ? Eh bien tout simplement parce que c'est pas vraiment un épisode en 2 parties. Je m'explique. En fait, cet épisode va bien être découpé en 2 parties, c'est prévu comme ça dans l'écriture elle-même. Mais ces 2 parties sont complètement indépendantes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la partie 1 pour comprendre et apprécier la partie 2, et inversement. Je vais faire en sorte que ce soit comme ça à chaque fois, mais je préfère ne rien vous promettre. Et alors vous allez me dire, oh nom d'un chien, mais de quoi va parler ce double épisode ? La première partie va d'abord traiter du sujet vaste et complexe de l'art et de sa définition. Alors évidemment, l'art n'est pas définissable, beaucoup d'artistes y sont cassés les dents, et sincèrement je préfère garder les miennes. Non, c'est juste que je vais vous donner ma vision des choses, à travers des définitions qui sont admises par tous. Ça va notamment vous permettre de comprendre les prochains épisodes. Et la deuxième partie va parler d'un sujet tout aussi vaste mais à la fois assez précis, le 10e art. Vous connaissez le 10e art, Non ? Bon, comme on dit, les images valent mieux qu'un long discours, Voici une des œuvres majeures du 10e art. Voilà. Bon, cette intro hyper longue est enfin terminée, on va pouvoir y aller. Vous êtes prêts ? Générique. Alors, avant de commencer, je tiens à être franc avec vous. Cette petite vidéo, j'en ai eu l'idée après une altercation avec le duo de vidéastes Calchebeu. Pour info, Calchebeu, c'est 2 amis artistes qui se sont lancés dans une chaîne d'animation, avec des sujets et des discours volontairement polémiques, et jouant pas mal sur le second degré. J'aime bien cette chaîne, même si je suis pas forcément d'accord avec tout, donc si vous avez le courage, allez jeter un petit coup d'œil. Et ils ont sorti une vidéo intitulée « Les artistes ». Et autant vous dire qu'on n'était pas d'accord du tout. Du tout. Si j'ai la foi, je vous ferai une petite vidéo bonus qui vous explique tout. Si j'ai la foi. Mais cette altercation m'a également permis de comprendre que nous n'avions pas tous la même vision des choses, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de mettre les points sur les i avec vous, concernant ma vision de l'art. Alors comme je l'ai dit plus haut, le principal problème c'est qu'il y a autant de visions de l'art qu'il y a d'artistes. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Je vous invite même largement à venir me faire part de votre vision des choses dans les commentaires. Une fois n'est pas coutume, petite définition. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme et que cette activité n'a pas de fonction clairement définie. Wikipédia. Création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Larousse. Activité humaine faisant appel à l'intellect et aux émotions qui aboutit à la création d'œuvres ayant des caractéristiques esthétiques. Elle regroupe différents domaines en perpétuelle évolution, dont la sculpture, la peinture, la danse, la poésie, la cuisine, le cinéma, la gravure, le théâtre, la bande dessinée, la photographie et désormais l'art numérique. Bref, vous l'avez compris, c'est une activité exclusivement humaine, à caractère principalement esthétique, et qui a pour but de nous donner des émotions. Toute chose dite en dehors de cette définition extrêmement large est uniquement due à l'artiste ou à l'époque. Point. Oui, vous avez deviné, maintenant on va passer à ma vision de l'art. En ce qui me concerne, ma vision de l'art s'est beaucoup étoffée et précisée au cours de mes études. Mais de tous mes cours, j'ai pu retenir 3 mots piliers. Message, représentation, vision. Alors oui, on peut en tirer la phrase « l'art est un message issu de la représentation de la vision du monde d'un artiste », mais on va aller un peu plus loin que ça quand même. Alors tout d'abord, il faut savoir que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi que l'on écrive, nous transmettons un message, consciemment ou non. Alors je vais pas pouvoir m'étendre trop sur le sujet, ça me prendra des heures. Il faut juste savoir qu'il existe 3 termes en sémiologie qui sont le référent, le signifiant et le signifié. Par exemple, je vous prends le mot arbre. Vous savez dès lors que l'on parle d'un arbre dehors avec ses branches, ses feuilles, tout ceci c'est le référent.
Le signifiant, c'est le support, c'est-à-dire des lettres imprimées sur du papier. Et le signifié, c'est ce que l'on ressent, imagine ou perçoit en lisant le mot arbre. Évidemment, comme chacun a sa propre vision du mot arbre dans sa tête, chacun va s'imaginer un arbre différent et avoir des ressentis différents. Ainsi, n'importe qui peut imaginer une race d'arbres différente, telle qu'un sapin, un chêne ou encore autre chose. Et le meilleur, c'est que ce principe s'applique à tous les supports, écriture, parole, dessin, etc. En ce moment même, à chaque mot que je prononce, chacun d'entre vous va en tirer un message. Et que je le veuille ou non, vous allez chacun en tirer une interprétation différente les uns par rapport aux autres. Et je trouve ça ouf. Donc, vous vous doutez bien que rapidement une idée m'est venue. Chaque artiste, à travers chaque œuvre, transmet un message, que ce soit volontaire ou pas, il en transmet forcément un. Aussi médiocre soit-il. N'est-ce pas, Black M ? Et évidemment, puisque l'art peut transmettre un message, il a également pu revêtir tout un tas d'utilités sociales, comme par exemple les peintures rupestres dans les cavernes qui permettaient aux hommes de savoir quel type d'animal on pouvait chasser dans les environs. Petit retour à la première vidéo. Et maintenant, on va passer à la partie la plus polémique de cette vidéo, la représentation. Oh mon dieu, te plante pas, te plante pas, te plante pas, te plante pas, te plante pas. Je vous en avais un petit peu parlé lors de ma première vidéo, nous n'avons rien créé ex nihilo. Ça veut donc dire que nous avons toujours un référent. Et pour moi, le référent de chaque artiste, c'est sa réalité. Hashtag le monde, quoi. Et chaque artiste en tire sa propre représentation. Et si j'insiste beaucoup sur le terme représentation, ce n'est pas pour rien. C'est parti. En fait, je n'aime pas les œuvres naturalistes ou réalistes, c'est tellement vide artistiquement, y a rien. Alors attention, je veux pas dire que c'est des mauvais artistes, non. Hugo, Zola, Flaubert étaient tous excellents dans leur domaine. Je suis même quasiment certain que c'était les meilleurs artistes de leur temps. C'était des tarés, les mecs. Non, je dis juste que j'ai un problème avec le simple fait de vouloir montrer la réalité. Il faut savoir que depuis 3000 ans, nous avons toujours raconté des histoires via des mythes ou des métaphores, qui servent à représenter le monde environnant. Il suffit simplement que je prenne l'Iliade ou l'Odyssée, ou encore l'épopée de Gilgamesh, et vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Et je pourrais vous en citer des dizaines, hein. Bref, on parle de représentation, pas de montrer la réalité. Je sais pas, ils avaient des milliers de façons de raconter leurs histoires, et non, ils choisissent on va montrer la réalité, brute, à vif. Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire des métaphores, genre le mythe du vampire par exemple. Oui, le vampire. Vous savez, Blade, Nosferatu, Entretien avec un vampire, Twilight. Bon bah vous voyez le mythe original, Dracula. Lui, là. Bon, vous saviez que c'était une représentation de la réalité de l'époque ? Eh ouais. Bon, c'est une analyse personnelle, mais voilà ce que j'ai pu y trouver. Voici les caractéristiques du vampire. Il est jeune et immortel, beau et charmeur, il s'en prend aux vierges, il boit leur sang, il fuit le jour, il est repoussé par l'ail, il peut être tué avec un pieu dans le cœur, il est repoussé par la religion chrétienne et il est un serviteur de Satan, donc doté de plein de pouvoirs comme par exemple la métamorphose. Je pense que pour certains vous avez déjà deviné, le vampire est en fait le symbole de l'amant ou de l'adultère, bref, des jeunes hommes attirant des jeunes femmes en dehors du mariage. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, voici mon interprétation. Immortalité, ça signifie la jeunesse éternelle, tant désirée par les femmes. Il est beau et charmeur comme tous les amants qui se respectent, il s'en prend aux vierges parce qu'elles représentent la pureté féminine, et il boit leur sang. Bon là ça a un rapport avec le dépucelage. Les petites gouttes de sang, quoi. Il est repoussé par le jour car il ne doit voir sa belle que la nuit pour éviter la bonne société et la famille. Là il le repousse. Là ça a un rapport avec une vieille tradition qui disait que les femmes n'avaient pas le droit de manger de l'ail, pour des raisons évidentes d'haleine. Haleine repoussante, repousse l'amant, vampire... Et il peut être tué avec un pieu dans le cœur. Bon, là je pense que vous avez compris. Quant au rapport avec la religion, bah ça me semble plutôt évident, hein. Vous savez, mariage, religion, adultère, tout ça... Bref, si on met tout ensemble, en fait on se rend compte que Dracula c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme, qui sont obligés de faire face aux obligations de la société. Ça vous embouche un coin, hein. Je pourrais également vous parler d'Isaac Asimov et de son cycle de fondation, dans lequel il fait une excellente critique de la société capitaliste et consumériste, notamment via la planète citée de Trantor. Mais bon, là il va falloir que j'enchaîne. On passe maintenant au troisième mot pilier dont j'ai parlé plus haut, la vision. Alors bon, je pense que vous en doutez un petit peu, mais la plupart des artistes ont une vision complètement différente des choses. Ainsi, deux artistes de la même époque ne vont pas vivre le même événement de la même façon. Et deux artistes qui ne sont pas du tout de la même époque auront une vision du monde complètement différente. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que si deux réalisateurs devaient réaliser le même film à partir du même scénario, on aurait deux films complètement différents. Tout simplement parce qu'on confronterait leurs visions différentes du scénario. Le meilleur exemple restant le premier La Guerre des Mondes et le remake de Spielberg. Ça peut même aller plus loin, puisqu'entre les différents artistes, on peut retrouver des visions complètement différentes de l'art. Ainsi, là où beaucoup trouveront du génie dans Picasso, d'autres trouveront ça débile et moche et préféreront Léonard de Vinci ou Delacroix. Et faut quand même se dire que des artistes en sont arrivés au point de penser qu'un urinoir c'est une œuvre d'art ou qu'un carré blanc sur fond blanc c'est un chef-d'œuvre.
Bref, chaque artiste a sa propre vision des choses, que ce soit dans l'art ou dans le monde qui les entoure, et pour moi c'est une composante essentielle si on veut pouvoir définir l'art. Conclusion, je pense que vous l'avez compris, mais je ne suis pas du tout attiré par le naturalisme, le réalisme ou encore le surréalisme. Pour moi c'est totalement vide de sens artistique et ça n'a aucun intérêt. Je suis d'ailleurs beaucoup plus attiré par la science-fiction, la fantasy ou le fantastique, qui sont pour moi des métaphores de la réalité, comme je l'ai dit plus tôt. Je ne suis pas non plus un grand fan des œuvres abstraites, tout simplement parce que la représentation n'existe plus, et on ne comprend plus rien. Et très sincèrement, je ressens aucune émotion devant 4 carrés de couleurs. Et pour moi, l'art, c'est aussi transmettre un message, transmettre un patrimoine, et partager quelque chose qui vient parfois du fond de notre cœur. Et ça c'est beau, putain. Bon, il serait peut-être temps de faire une transition maintenant. Maintenant que vous connaissez ma vision de l'art, il est temps que je vous parle des 10 arts un par un jusqu'à arriver au 10e pour faire la transition. Depuis l'Antiquité, on ne cesse d'essayer de classifier les arts en genres. Mais c'est à partir de 1818 que l'on a une vraie classification donnée par G.W.F. Hegel et qui nous donne 6 arts. Le premier art, l'architecture, le deuxième art, la sculpture, le troisième art, la peinture, le quatrième art, la danse, le cinquième art, la musique et le sixième art, la poésie. Au cours du XXe siècle, ça va légèrement se modifier, et avec l'arrivée du cinéma qui obtient ses lettres de noblesse dans les années 30, on arrive à 7 arts. Nous arrivons donc avec quelques modifications. Le troisième art devient les arts visuels, regroupant la peinture, le dessin et la bande dessinée. Le quatrième art devient la musique. Le cinquième art, la littérature qui regroupe la poésie et la dramaturgie. Le sixième art devient les arts de la scène, via le théâtre, la danse, le mime, le cirque et les shows. Le septième art, donc le cinéma, regroupant tous les types de films et la série télévisée. Viennent enfin le 8e et 9e art qui s'ajoutent un peu comme ils peuvent en fonction des ministères, maisons de la culture, festivals et auteurs. S'ajoute alors le 8e art qui sont les arts médiatiques, radio, télé et photographie, qui sont respectivement ajoutés en 1941, 1961 et 1982. Et enfin le 9e art, l'art culinaire, ajouté en 1928. Le seul problème c'est que certains disent que c'est la BD qui est dans le 9e art, mais sachant que Philip Morris, l'un des rares dessinateurs à l'avoir dit, l'a toujours renié, on peut donc dire que ça fait plutôt partie de l'art visuel, le 3e donc. Et officiellement, le classement s'arrête ici. Ni plus, ni moins. Mais pas avec moi, vous le savez bien. De plus en plus de voix s'élèvent dans le monde pour soutenir les arts numériques qui sont encore assez mal vus dans le milieu artistique. Alors quand je dis art numérique, j'entends par là tous les arts qui sont liés au numérique. Ça va donc du modélisme 3D au graphisme, en passant par le digital painting, et enfin le divertissement du 21e siècle, le jeu vidéo. Mais tout ça, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter, lâchez-vous. Si vous voulez pas rater la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis également présent sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout posez-vous des questions, c'est le plus important. Ciao.